Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, j'espère que ça va très bien chez vous. Et bienvenue à Sujet d'actualité. Aujourd'hui, on est avec Fatima Maïga. Fatima, bonjour. Bonjour, Comment tu vas? ça va et vous? Ça se passe bien? Ça se passe bien pour l'instant. Donc moi, je te tutoie, hein, Oui, avec ta permission. oui, je te donne cette permission. Fatima, elle est sur notre plateau aujourd'hui, dans Sujet d'actualité. On va parler de la corruption et de beaucoup de choses. La corruption dans certains milieux, des milieux qu'on ne connaît pas très bien, nous autres. Mais Fatima, d'abord, on va parler un peu d'elle. On va essayer de la présenter du mieux que l'on peut. Elle est titulaire d'une maîtrise en langues étrangères appliquées à l'économie. Université de Paris-Sorbonne. Elle a un master en relations internationales de Columbia University à New York. Fatima, elle est experte des questions de droits humains, genre et d'autonomisation des femmes et des jeunes, qui jouit de plus en plus de plus de deux décennies d'expérience professionnelle. Fatima parle couramment le bambara, elle parle l'anglais, elle parle l'espagnol. Et ça, c'est déjà bien, parler le français, l'espagnol. Et elle maîtrise bien la politique euh, et la culture d'une dizaine de pays aussi, elle connaît. Imaginez une dizaine de pays dans le monde, leur culture, elle connaît, en Europe, en Amérique, où elle a vécu. Elle a étudié aussi là-bas et même travaillé dans certains de ces pays. Elle a occupé le poste de directrice de l'entité des Nations Unies consacrée à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ONU Femmes, Mhm. en Côte d'Ivoire. Donc, directrice de l'entité des Nations Unies consacrée à l'autonomisation, c'est ça, des femmes, ONU Femmes Côte d'Ivoire. Ça, c'est important. Et c'était pendant la période de la crise 2010. Elle a été chef de cabinet au ministère de la Réconciliation nationale, l'actuel ministère qu'occupe le colonel Wagé, le colonel-major Wagé. Et là, c'est en octobre 2013 jusqu'en 2014. Donc, elle a été chef de cabinet là-bas. Puis, au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, de 2014 à 2015. Et Mme Maïga, elle a joué un rôle important, principal, dans la loi 052. Oui. Donc, c'est une loi qui dit qu'il faut que les femmes aient aussi des postes nominatifs. Voilà, parce que les femmes, elles sont souvent délaissées. On va continuer à parler d'elle encore. Mais de là, au jour d'aujourd'hui, Fatima, elle gère un cabinet. Elle gère un cabinet qui s'appelle ESEN. E-S-E-N. Et ce cabinet est spécialisé dans les questions de genre et d'énergie renouvelable. Et on va parler de ça aussi. Fatima, est-ce que ce qu'on a dit, c'est à peu près ça? Oui, c'est très factuel, Mm. même si ça me rajeunit pas quand on évoque des diplômes Mm. qu'on a eus il y a une vingtaine d'années quand même. Mm. Mm. Donc C'est factuel. titulaire d'une maîtrise en langues étrangères, c'est ça? Oui. Les langues étrangères, c'est quoi et quoi? Anglais, espagnol. Anglais, Oui, espagnol. anglais, espagnol, oui. Et ça, c'était en France. C'était en France, oui. Obtenu en 96. Puis après, il y a eu un autre diplôme. Mhm. Ça fait loin, ça. Ouais, ça fait loin Oui. quand même. Et t'as un master aussi Mhm. en relations internationales à Columbia University. Columbia University, c'est pas tout le monde qui va là-bas, hein. Oui, pareil. Les Américains considèrent que c'est une Ivy League, donc une école d'excellence. Mhm. Mais bon, je pense que j'ai eu une bonne formation en relations internationales. C'est une formation qui m'a servi Mhm. bien après, Mhm. quand il y a eu le conflit qui a commencé dans mon pays. Mhm. Mm. C'est bien. Experte en question des droits humains, Oui, on peut Plus- savoir. plutôt que droit de l'homme uniquement. Mais Droits humains. Quelle est la différence entre droits humains et droits de l'homme? c'est la même chose.
sauf que homme peut peut-être sembler restrictif. Ce qui nous intéresse, c'est l'humanité, c'est-à-dire de voir que il y a une sorte d'universalité en termes de dignité, de droit, que l'on soit homme ou femme. Voilà. Mais généralement, quand on dit droit de l'homme, c'est homme avec un grand H, c'est homme et femme, et Oui, tout le monde, pareil. c'est ça en fait. Mais en fait, C'est pas uniquement oui, pour les hommes. mais autant donc dire humain, mais je ne fais pas d'activisme sur la question. C'est sûr que je préfère qu'on parle de droit humain à droit de l'homme, mais oui. Parle très bien bambara, anglais, français. Oui. Couramment, quoi. Ngon be bamanankan et bamako bamanankan fokon. Bon, Gomananga et Boumé, quoi. Bame. D'accord, ça c'est parfait. Et donc, c'est ce que je vois. Et là, tu as travaillé en Europe, sur le continent africain, en Amérique. Oui, Quel souvenir? Très rapidement. de très bons souvenirs. Moi, je suis d'ici et d'ailleurs, et je prends un peu de tout. J'ai une formation internationale pour ça aussi, parce que j'ai pu voir ce qui se passe ailleurs. J'ai été nourri de ce qui se passe ailleurs, mais je suis très bien chez moi aussi. Ouais. Oui. Être d'ici d'ailleurs, ça c'est Oui. bien. Fatima a été directrice de ONU Femmes Côte d'Ivoire. C'est ça? Oui. Alors, c'est quoi être directrice? C'est quoi? Une directrice de ONU Femmes Côte d'Ivoire fait quoi? On représente une agence qui a un programme qui est celui de donner aux hommes et aux femmes les mêmes chances et les mêmes opportunités. Donc, on représente ce programme auprès du gouvernement d'un pays qui nous reçoit, qui est la Côte d'Ivoire, qui a aussi sa propre vision de ce qu'il faut faire pour réduire les inégalités. Et donc, grosso modo, on appuie les pays où on est, moi en l'occurrence en Côte d'Ivoire, à mettre en place un certain nombre de mécanismes pour justement d'abord identifier les inégalités entre les hommes et les femmes et faire en sorte que les ressources de l'État et les ressources des partenaires de l'État puissent justement enlever ces obstacles, faire en sorte que ces opportunités et ces chances soient là, à égalité. Et en français facile, on va dire simplement qu'on travaille avec les moyens de l'État pour faire en sorte que les filles et les femmes aient les mêmes chances que les hommes et les garçons dans un pays donné. Et donc ça va depuis les questions d'autonomisation financière des femmes à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et comme c'était une situation de crise, de conflit dans laquelle on se trouvait, à faire en sorte également que les préoccupations des femmes par rapport aux déterminants du conflit soient connues, mais aussi que leurs compétences soient mises à contribution pour sortir de la crise. Donc il y avait aussi un aspect de participation politique des femmes qu'on aidait, c'est-à-dire les femmes candidates aux élections, et puis aussi les préoccupations des femmes qu'on faisait en sorte de mettre dans les agendas politiques. C'est un peu ça. D'accord. Et après, on voit très rapidement que tu as été chef de cabinet au ministère de la Réconciliation nationale. Oui. N'est-ce pas? Et quels sont les souvenirs? Je pense que c'était tellement formateur dans toute ma carrière. Je pense que je suis rentrée de manière très accidentelle, on va dire, dans le gouvernement, mais c'était un moment crucial dans la vie du Mali. Moi, j'ai eu la chance d'être en face de ceux qui ont signé l'accord de paix en 2015 avant qu'ils ne signent l'accord de paix. C'est-à-dire ceux qui maintenant sont les mouvements signataires, donc la CMA et la plateforme. On les a rencontrés dans le bureau du ministre. On a discuté avec eux. Et j'ai vu aussi qu'il pouvait y avoir un décalage entre ceux qui étaient mis en avant comme raison de la rébellion et ceux qui étaient recherchés à travers le dialogue politique. Mais j'ai surtout aussi vu que les femmes étaient absentes. Et c'est pourtant les femmes qui portaient les revendications par rapport aux services sociaux de base, qui disaient qu'il manquait beaucoup de choses dans les régions du Nord, comme les services de santé, l'éducation, mais ces choses-là n'étaient pas mises en avant par ceux qui représentaient les mouvements armés. Et donc, et pourquoi? C'est l'une des choses que j'ai apprises en fait, que les vrais déterminants des conflits, par exemple les questions foncières, les questions de justice, les questions d'inégalité, peut-être d'accès, sont mises en avant au début, mais en réalité,
ce n'est pas sur ça que tournent les négociations. Hein. Ce qui peut peut-être expliquer d'ailleurs pourquoi on a du mal à sortir de la crise. Les questions de justice sont plus ou moins évacuées. Bon, on y reviendra, mais par exemple, quand il y a eu les évaluations de l'accord de paix, les deux piliers sur lesquels il y a eu le moins d'avancées, c'est-à-dire les questions de développement et les questions de justice, c'était ces deux questions en fait. Donc il n'y a pas d'avancée là-bas. Donc ça veut dire que ça ne les intéresse pas peut-être. Ce qui les intéresse, c'est autre chose. C'est peut-être d'autres questions politiques, mais les questions de développement des régions ne les intéressent pas trop. Ça se voit, non? Comme j'ai dit une fois, quand on regarde l'évaluation des progrès qui ont été faits depuis les 6 dernières années, de 2015 ça, c'est le Centre à aujourd'hui. Carter, par exemple, qui est une structure dite indépendante qui évalue les progrès faits dans l'accord de paix. Il y a eu des efforts par rapport au développement du Nord, des régions du Nord et du Mali, à travers une loi même qui est passée, avec aussi un fonds plus ou moins conséquent, mais les résultats de ça, c'est-à-dire les avancées, l'application concrète, ne se ressent pas. Ça veut dire qu'on n'a pas priorisé, par exemple, l'accès à la justice, l'accès aux services de santé, l'accès à l'école, comme un moyen de revenir à la paix dans cet accord-là. Donc, ça pose des problèmes. Il y a aussi la question de la justice. On a eu la CVGR, qui a fait un travail, je pense, qui peut être appréciable, mais lorsqu'on interroge les victimes, elles estiment qu'il y a beaucoup de chemin à faire encore pour réparer les préjudices subis. Donc oui, ce qu'on met en avant pour expliquer qu'on a pris les armes n'est pas priorisé, en tout cas dans la sortie de crise. Ça interroge. Et l'une des raisons, on pense, c'est que peut-être que les femmes sont marginalisées parce que les femmes souvent mettent ces aspects-là en priorité. D'où je crois l'importance en fait de faire en sorte. Et c'est pas seulement les femmes entende. qui en souffrent, le fait qu'on ne tienne pas trop compte de cela, qu'on ne priorise pas cela, le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès par rapport à ça. C'est pas seulement les femmes qui en souffrent, parce que quand les femmes en souffrent, les hommes en souffrent, les enfants en souffrent, toute la société en souffre en fait. Mais c'est quand même bien de savoir cela, hein. C'est quand même bien de savoir que le développement axé sur le bien-être de la femme, de l'enfant, l'accès à l'eau, les écoles, etc., que c'est bien de savoir que les acteurs de l'accord de paix ne s'intéressent pas trop à ça, en fait. C'est bien quand même de le savoir. Et tu as été aussi, je crois, chef de cabinet aussi du ministère de la promotion de la femme, c'est ça? Oui. Là-bas aussi, chef de cabinet, hein? Oui. Chef de cabinet du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. L'actuel ministre, on lui passe le bonjour, hein, c'est Founé, oui. On se connaît très bien. On lui passe le bonjour. Et quel souvenir de là-bas Le souvenir, d'abord je voudrais saluer la ministre Oumoupa, qui est la ministre avec laquelle j'ai travaillé, et à qui on doit la loi 052, qui a une loi en fait qui institue des mesures pour promouvoir le genre au poste nominatif et au poste électif. Nous avons travaillé ensemble 16 mois. Je pense que 2 personnes sont au cœur de ce processus. Je pense que c'est elle et moi, parce que la décision de travailler sur ce quota, on l'a prise, elle m'en a parlé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai rejoint son équipe. Et on a travaillé d'arrache-pied. Tout ce que je peux dire de ça, c'est que un avant-projet de loi qui débouche sur une loi, c'est avant tout une volonté politique. À l'époque du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a fait confiance à sa ministre. Et nous avons eu des obstacles incroyables par rapport à cette loi, beaucoup de réticences qui, heureusement, ne se sont pas avérées, si vous voulez, justifiées, parce qu'aujourd'hui, on reconnaît, 7 ans après, que cette loi a fondamentalement changé au moins le paysage politique, puisque l'Assemblée qui a été dissoute en 2020 avait pour la première fois presque 30% de femmes. Mais ce qui est encore plus important, c'est que les élus communaux sont passés d'environ de moins de 10% à presque aussi 30% de femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos villages, les femmes font partie du paysage de la prise de décision au niveau des conseils communaux. Du paysage politique un peu. Quoi. Absolument. Mais la loi, elle dit quoi? Elle dit qu'il faut
aussi donner, il faut nommer quelques femmes. À chaque fois qu'on nomme des hommes, il faut nommer des femmes. À chaque fois que les hommes sont élus, il faut aussi élire des femmes, c'est ça? La loi, elle dit, En il français y a quatre facile, elle dit quoi articles, la hein. La loi? loi dit que, par exemple, lors de la constitution des listes électorales, lorsque Mhm, deux personnes sont du même sexe, la mhm. troisième personne doit être impérativement de l'autre sexe. Donc Ah, nous, on ne d'accord. dit pas hommes et femmes, hein. Mhm, Cette loi, c'est la loi sur le genre, elle tient compte à la fois des hommes et des femmes, et mhm. donc elle invalide toute liste qui va être présentée au nom d'un parti politique qui n'aura pas observé cette alternance. C'est-à-dire Ouais. lorsque deux personnes du même sexe sont sur une liste, la troisième personne doit être de l'autre sexe. Après, pour les postes Ah bon? nominatifs à caractère public, Donc, euh, mais la loi avant de doit passer, s'appliquer aussi. ça veut dire que, si je comprends bien, ça veut dire que sur 3 personnes, Mhm. il faut toujours 2 personnes d'un sexe et une personne de l'autre. Donc, ça veut dire que euh, on peut tomber dans des cas où on a 2 femmes contre un homme, c'est ça? Absolument. Et c'est peut-être ça le génie, c'est-à-dire on ne restreint pas le nombre des femmes ou le nombre d'hommes, Mm. mais on fait en sorte qu'il ne puisse pas y avoir plus de 70% d'un même sexe dans une liste Donc, ça veut dire électorale. qu'il y a beaucoup de gens, Fatima Maïga, Mhm. ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens comme moi, comme beaucoup de gens qui n'avaient pas très bien compris cette loi. C'est vrai, on ne l'a pas peut-être très bien lu et tout ça, mais souvent j'entends les gens dire oui, non, la loi c'est à chaque fois sur 3 personnes, il faut qu'il y en ait deux, il faut qu'il y ait 2 hommes et une femme, 2 hommes et une femme. Ah, C'est ce que les gens comprennent, c'est ce que les gens lisent. Alors que là, c'est pas ça. il y a l'esprit et le texte, hein. En tout cas, la loi, elle s'intéresse aux postes nominatifs, Mhm. donc par exemple les postes dans le gouvernement, les postes dans l'administration publique et les postes électifs. Électif. Donc le mécanisme pour s'assurer qu'il y ait donc une représentation au moins à 30-70%, je dis bien au moins, parce que ça peut être plus, c'est que sur les listes, lors des élections, elles peuvent être présidentielles, elles peuvent être communales et puis au niveau de l'Assemblée. Il faut s'assurer, n'est-ce pas, que sur 10 personnes en fait, il n'y ait pas plus de représentants d'un sexe. C'est-à-dire les hommes, par exemple, ne doivent pas dépasser 70%, de la même manière que les Que femmes les ne femmes ne doivent doivent pas pas dépasser dépasser 70% aussi. 70%. Voilà. D'accord. Et je corrige quand même, ça ne s'applique pas à l'élection présidentielle. Donc, Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors de l'élection présidentielle, la loi ne s'applique pas là-bas. oui, parce que le mode de scrutin n'est pas... c'est-à-dire que là-bas, ce sont des candidats individuels, n'est-ce Ouais, pas? c'est ça. C'est pas forcément une présentation Ouais, de liste. c'est vrai. Mais dans l'esprit, vraiment, encore une fois, je dis bien, on peut bien dépasser le quota. D'accord. Oui, Donc des 30%. on peut dépasser les 30% en fait. Oui, on peut bien sûr D'accord. faire confiance à une femme un jour pour devenir présidente de la République du Mali. Mhm. Mhm. Ça, c'est déjà bien. Pour parler un petit peu d'actualité avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, puisque l'accord d'Alger, tu t'y connais aussi, dernièrement, on a vu les mouvements armés, Mhm. les groupes armés, qui ont toujours des armes d'ailleurs, ils n'ont jamais déposé les armes, et qui disent qu'ils ne sont pas contents parce que l'accord d'Alger n'avance pas assez vite. Selon eux, c'est à cause du gouvernement. Ils ont suspendu leur participation au suivi de l'accord. Et ils se sont rendus à Kidal dernièrement. Ils ont nommé un chef d'état-major des armées qui est plutôt un indépendantiste, hein. Leur nouveau chef d'état-major qu'ils ont nommé dernièrement, il y a 48 heures, il est indépendantiste. C'est peut-être un signal qu'ils veulent lancer à Bamako. Et on a appris qu'il y a un certain nombre d'eux aussi, de ces groupes armés, qui ont rencontré Iyad Agrali. S'il existe, ils l'ont rencontré à 40 km de Kidal. Mhm. Et ils veulent se donner la main, donc collaborer ensemble comme en 2012 pour combattre le IGS, l'État islamique au Grand Sahara. Qu'est-ce que tu en penses de cet accord d'Alger aujourd'hui? C'est une question difficile à répondre, mais quand on vient chez toi, Ibou, je te tutoie aussi avec le respect, je pense que c'est pour parler dans le langage de vérité. Pour beaucoup de gens, l'accord de paix n'a pas apporté la paix. Bon, mais ça, c'est de manière tout à fait objective. Et d'ailleurs, c'est ce que les groupes armés avancent. Par contre, la responsabilité c'est-à-dire leur manière à eux, en tout cas, de pointer du doigt le gouvernement comme seul responsable, est pour moi, au minimum,
une façon très partiale de voir les choses. Encore une fois, je vous ai dit que les revendications qui étaient celles du manque de développement au nord, qui auraient justifié qu'on prenne les armes, alors que, à mon sens, de toute façon, il y a des moyens plus démocratiques de faire des revendications. C'est ce que tout le monde fait dans le reste du Mali. Les questions de sous-développement, c'est pas du nord. Le nord n'est même pas en réalité défavorisé. Et ça, nous avons des documents, nous avons des statistiques qui montrent, par exemple, que le taux de mortalité maternelle dans les régions dites du Sud est supérieur que dans certaines régions du Nord. Et on sait aussi, si on fait au prorata de la population, les investissements de l'État et des partenaires de l'État au Nord au cours des 20 dernières années, et c'est-à-dire ces proportions sont supérieures à ce qui a pu être investi dans le reste du Mali. Donc il y a eu des efforts très conséquents de l'État du Mali qui sont reconnus de toute façon. Mais comme je dis, lorsqu'on pose un problème comme étant un problème de marginalisation, de manque d'accès aux services sociaux de base, à l'éducation, mais qu'ensuite, pendant 7 ans, ces problèmes-là ne sont pas priorisés. Donc je résume, en gros, l'accord de paix, qui est un accord de paix politique, ne s'est pas intéressé à ce qui avait été posé comme déterminant même du conflit. Donc je peux dire qu'on n'a pas travaillé sur ça. Donc il ne faut pas s'étonner que 7 ans après, y compris ceux qui sont aujourd'hui en position de faire, parce que ces leaders des communautés Touareg, arabes et d'autres communautés qui se sont inscrites dans l'accord de paix ont eu des moyens. Donc de travailler sur ces questions-là. S'ils ne l'ont pas fait, il faut aussi qu'ils puissent répondre de ça à leur population. On ne peut pas réduire la paix à une question, disons, d'Azawad, à une question d'inscription d'un certain nombre de membres de ce qu'on peut appeler des milices, ou de groupes armés dans l'armée régulière. Il faut répondre aux déterminants du conflit. Et ils sont comptables aussi de ne peut-être pas avoir répondu à ces questions-là. Donc, il ne faut pas mal poser les problèmes. Je pense qu'à Bamako, il y a eu des efforts conséquents qui ont été faits et que certaines formes de revendications peuvent paraître des provocations. C'est-à-dire, effectivement, organiser une rencontre sans le gouvernement du Mali, à ce que je sache, dans un terrain qui semble être neutre, parce que n'oubliez pas quand même qu'il y avait une revendication de la CEMA, et de la CEMA, que le gouvernement du Mali tienne une réunion avec eux dans un terrain dit neutre. De ce qu'on sait, c'est que le gouvernement n'a pas accédé à ça, mais pour autant, ce qui se passe à Kidal ressemble à cette réunion-là, avec une forte représentation de la communauté internationale, sans que nous, en tout cas les citoyens maliens, on sache si ça s'est fait avec le quitus du gouvernement malien. Ça peut paraître comme une provocation. En tout cas, moi, je pense que c'est inutile dans cette situation actuelle. Et mon seul conseil, c'est de revenir à la table de la négociation, de continuer, peut-être même en dehors de l'accord de paix, à résoudre les véritables problèmes, qui sont les problèmes de développement, qui sont des problèmes de non-accès à la justice, et qui, encore une fois, sont marginalisés depuis 7 ans. Mais est-ce qu'il ne complique pas les choses lorsqu'on sait que certains groupes, d'après eux, se sont rendus à 40 et quelques kilomètres de Kidal pour discuter avec un grand terroriste comme Yad Ayali. Donc ça rappelle un peu 2012. En 2012, ils ont collaboré ensemble pour vaincre l'armée malienne et maintenant ils sont toujours ensemble. Est-ce que ça facilite les choses? Rappelez-vous quand il y a eu le dialogue national inclusif et plus récemment même les assises nationales de la refondation, et une grande partie des recommandations c'était qu'il fallait négocier avec les groupes armés. Et lorsqu'on va plus en détail, les Maliens ont exprimé le souhait qu'on fasse une distinction entre les groupes armés, disons, considérés comme maliens, et ça fait c'est le cas de Ansar Eddine, et même aussi bien sûr la Katiba de Koufa, et d'autres, comme les JS par exemple, qui ne sont pas perçus comme aptes en tout cas à rentrer dans un dialogue intermalien. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire que il faut écouter aussi la voix de ceux qui sont en première ligne du conflit et qui sont arrivés à dire ce conflit-là va être résolu dans le dialogue. Mais
ce dialogue-là, il ne doit pas être organisé, à mon sens, effectivement, seulement avec une partie du conflit. Si ça doit le faire, ça doit être fait dans une stratégie claire, n'est-ce pas, qui permettrait peut-être enfin aux Maliens d'avoir une solution politique, puisqu'on dit que c'est la seule à même de mettre fin à ce conflit, étant donné que tout le monde reconnaît que la solution militaire ne peut pas nous sortir du trou dans lequel on est. Donc je préfère répondre à ça, que Iyad lui-même peut, c'est ce que les Maliens ont souhaité, peut venir à la table de la négociation, à la table de la discussion, mais pas de la manière qui semble se dessiner en ce moment. D'accord. Donc aujourd'hui, tu gères le cabinet SN et tu es experte en mobilisation de ressources. Alors, le cabinet SN, c'est quoi exactement? Et il faut nous expliquer aussi cette mobilisation de ressources que tu fais. Le cabinet SN, c'est un cabinet de conseil sur justement les questions d'énergie renouvelable, par exemple solaire, ce qu'on appelle les plateformes multifonctionnelles de lutte contre la pauvreté, qui sont en fait des modules qui permettent à des villages très reculés d'avoir accès à une source d'énergie. Nous en avons installé environ 35 avec le ministère de la Promotion de la Femme. Ça, c'est le volet énergie. Nous travaillons un peu moins sur la question de la protection de l'environnement, les changements climatiques et sur les questions de santé, qui sont pour nous des questions interdépendantes. On apporte surtout du conseil, c'est-à-dire qu'on fait des études de faisabilité avant la mise en place de certains projets. Et plus récemment, nous sommes en train de travailler sur un projet qui s'appelle Eureka FEVEC, qui est financé par l'ambassade de Norvège, où on travaille avec l'école de maintien de la paix à Lund Blondebey. C'est une initiative sur 3 ans qui consiste à former des femmes qu'on appelle vectrices de paix, de changement. Donc ce sont les femmes, le personnel féminin des forces de défense et de sécurité, donc de l'armée, de la police et de la gendarmerie, avec lesquelles nous travaillons sur les questions de violences faites aux femmes. Sachant qu'avec le conflit actuel, il y a des formes de violence, notamment l'esclavage sexuel, pour lesquelles ce personnel féminin peut avoir une action décisive parce qu'elle voit ce qui se passe. On travaille aussi avec les femmes élues, qui sont au nombre de plus de 1800 grâce à la loi 052. Et on fait en sorte que, parce qu'elles sont déjà en position de leadership, elles puissent s'emparer de certaines questions au sein de leur conseil communal pour changer leur PDSEC, c'est-à-dire les actions au niveau communautaire. On travaille avec les femmes des mouvements signataires de l'accord pour qu'elles travaillent un peu mieux à faire en sorte qu'on avance à la paix et non pas seulement à la mise en œuvre d'un accord. Et aussi avec des femmes, disons, de la société civile traditionnelle. Et c'est un projet, nous avons 20 projets au niveau communautaire. J'espère que je pourrai venir vous en parler. Ce sont des projets très intéressants avec une grande partie des projets qui visent à aider les femmes à subvenir à leurs besoins à travers la transformation agroalimentaire, essentiellement. Ouais, ça nous intéresse beaucoup. On aime tout ce qui peut quand même aider le Mali, aider les femmes au Mali. Ça nous intéresse. Et pour la mobilisation des ressources, parce que vous m'avez posé la question, la mobilisation des ressources se fait sur la base de projets, d'idées que nous présentons à des bailleurs, souvent aussi au gouvernement du Mali, qui sont alignés à nos plans nationaux de développement. Par exemple, dans le cas de figure, dans le projet dont on va parler, il s'agissait d'aider les femmes maliennes. Donc on peut en parler directement. Parce que nous, on a appris, oui. On a appris, et c'est la raison pour laquelle on t'a invité aujourd'hui. Et c'est pour parler vraiment en toute franchise. On a appris qu'il y a un projet qui s'appelle Moussouli Demisononka Kolochili Blon. Moussouli Demisononka Kolochili Blon. Donc c'est... alors, ce projet... on a appris qu'il y a eu de la corruption dedans. Alors, on ne sait pas si c'est de la corruption, en tout cas, il y a eu des choses. Alors, ce projet, c'est quoi déjà, ce projet Moussouli Demisononka Kolochili Blon? C'est quoi d'abord? Ça veut dire quoi déjà en français? Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé dans ce projet? Qui a mobilisé quoi? Qui a fait quoi? D'accord. Bon, j'avoue que quand tu m'as appelé pour me dire que mon nom, en fait, quelque part revenait par rapport à la discussion sur ce projet. Absolument.
D'abord, j'étais contente de l'apprendre et je voulais venir justement pour m'assurer que mon nom soit associé à ce projet comme il se doit, c'est-à-dire comme une personne Pas négativement. Pas négativement, C'est certainement pas. Ceux qui Parce que malheureusement... quelqu'un qui mobilise des ressources, Oui, après avoir mobilisé des ressources pour aider les femmes et les enfants, s'il faut que le nom de cette personne soit associé à ce projet et qu'il y ait de la corruption dedans, bah quand même, voilà, on n'a pas compris. C'est pour ça qu'on t'a invité. donc je vais essayer de clarifier parce D'accord. que effectivement, je suis celle qui a conçu ce projet entièrement. Ce projet, le cabinet SN l'a conçu, c'est-à-dire que nous avons écrit ce projet, nous avons présenté le besoin que ce projet auquel ce projet pouvait répondre. Nous avons élaboré la stratégie d'intervention, les personnes qui devaient être bénéficiaires de ce projet et bien sûr le budget. Pour faire court, ce projet, le cabinet SN l'a soumis sur demande à la MINUSMA, c'est-à-dire à la division genre de la MINUSMA, pour bénéficier d'un financement. Mais le cabinet ISEN, c'est quoi? Le cabinet ISEN appartient à qui? Le cabinet SN est mon cabinet que j'ai cofondé avec une autre personne. Donc c'est ce cabinet dont on parlait qui travaille sur les questions de genre, de santé, énergie et environnement. D'accord. Et Donc, il a été créé en 2005. Dans 2005. Donc le cabinet ISEN, Oui. Donc c'est toi qui l'as créé Oui. avec quelqu'un? Avec mon associé. Avec ton associé. C'est ça. Et vous avez donc fait un projet au nom du cabinet ISEN. C'est ça. Et vous avez soumis ce projet à la MINUSMA pour financement. C'est ça. Très au bien. mois de janvier 2021. Mais les discussions avec la MINUSMA, la section genre de la MINUSMA, donc en l'occurrence la directrice de la division genre de la MINUSMA, avait commencé en 2020, juste après le coup d'État, on va dire d'août 2020. Donc le processus a commencé avant. Parce que quand on élabore un document de projet, ce n'est pas facile. Il faut bien comprendre les paramètres dans lesquels on peut soumettre ce projet. Il faut comprendre le canevas du bailleur, en l'occurrence la MINUSMA, et puis discuter avec eux. Donc la toute première mouture a été envoyée à la MINUSMA au nom du cabinet SN en janvier. Par la suite, il y a eu des demandes de fonctionnaires internationaux au sein de la MINUSMA, des demandes concernant une prise, je dirais, illégale de participation. Donc, en français facile, on va dire, il y a une demande de paiement d'une commission sur le montant du projet. Donc, là, peut-être je vais essayer de chercher à mieux comprendre. Donc, votre cabinet, ISEN, en 2005, a fait un projet. Créé en 2005. D'accord. Donc, le cabinet a été créé en 2005. C'est bien ça. Et ce cabinet a fait un projet. Oui. Un projet soumis à la MINUSMA Oui. pour que la MINUSMA, elle finance. C'est ça. Donc, la MINUSMA, elle finance certains projets. À travers des fonds qui sont mis à sa disposition. En l'occurrence, ça c'est ce qu'on appelle le Trust Fund pour la paix. C'est un fonds d'affectation spéciale, c'est-à-dire que c'est un fonds qui est achalandé par des pays. Dans le cas de ce projet, les deux pays qui ont contribué au projet, qui s'appelle Musoni Demseninka Koloshiblon, vestibule de veille des femmes pour une transition et des élections apaisées, inclusives. Ça, c'est le titre du projet. Oui. Ce projet a été, parce que ça, on va avancer, a été financé effectivement par la MINUSMA à travers le Trust Fund, à travers les fonds mis à disposition par deux pays que sont le Canada et la Norvège. D'accord. Donc, lorsque nous avons soumis, lorsque le cabinet de... Donc, si je comprends bien, toujours pour que les gens qui nous suivent puissent bien comprendre, parce que c'est pour ça que les gens ils aiment bien suivre mes émissions, parce que nous on aime bien décortiquer, on aime bien. Donc maintenant, la MINUSMA maintenant, lorsque votre cabinet avec votre partenaire là, donc vous avez remis le projet à la MINUSMA a des fonds. Absolument. A des fonds. Il y a des partenaires qui travaillent avec la MINUSMA et il y a des fonds. C'est ça. Et les partenaires qui ont accepté de financer ce projet de la MINUSMA maintenant, c'est le Canada, c'est ça? C'est-à-dire que ces fonds sont déjà mis à disposition par le Canada pays et la Norvège. D'accord, donc Canada et Norvège. Voilà, ce sont les deux pays dont les fonds ont été utilisés pour ce projet. D'accord, pour le projet un fonds voilà.
Et maintenant, on va appeler ça le MDKB, hein, c'est ça, Musée de démission de caractère. D'accord, mais maintenant, Si vous l'appelez ainsi, le grand public ne pourra pas le reconnaître. Pour d'accord, une simple ok, c'est raison, bon. et c'est très important, Donc, Musée de vous démission de verrez caractère, à un moment, à cause justement de la pratique corruptive dont on va parler, le titre du projet a été modifié. il était changé. Il a été changé, bien qu'il reste le même sur le contrat. D'accord. Mais il a été changé par les personnes qui l'ont mis en œuvre. D'accord, mais maintenant, ce que nous, on veut savoir Oui. exactement. Maintenant, donc, c'est la MINUSMA dont la MINUSMA a accepté de Absolument. financer le projet. Absolument. Mais la MINUSMA a demandé quelque chose en contrepartie, c'est ça? Ils ont demandé une rétrocommission, c'est ça? Là, c'est pour ça qu'il faut être très précis parce que nous ne sommes pas là dans la stigmatisation, n'est-ce pas? Nous ne pointons pas du doigt de la MINUSMA, mais bel et bien des personnes au sein de la MINUSMA. Pour moi, c'est très important parce que ton émission est une émission crédible. Nous parlons uniquement de choses qu'on sait avec des preuves à l'appui. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai soumis mon projet à une personne en situation, à une officielle, la directrice de la division genre de la MINUSMA, au nom du cabinet SN, qui, elle, travaillait avec une autre personne d'une autre agence, qui est celle qui est du PNUD, aussi impliquée sur les élections. Lorsque ces deux personnes ont reçu ma note conceptuelle, c'est-à-dire le document à partir duquel on peut regarder la validité, la pertinence d'un projet pour se prononcer, on m'a signifié deux choses de manière très claire. On m'a demandé de payer, d'accepter, si j'avais le financement, de payer une commission, une rétrocommission de 30% du montant total de la subvention qui était de 1,60 million qui revient à environ à un tout petit peu moins de 600 millions de francs CFA. On parle de 597 millions de francs CFA pour la phase 1 du projet, la phase 2 devant aussi avoir 500 millions. Et c'est la directrice du département ou bien du service genre, c'est ça? De l'unité genre, de l'unité genre, de la MINUSMA. Et un collègue du PNUD qui me demande, lorsque le projet sera financé, de faire en sorte que eux reçoivent 30% du financement. Ça représente 300 000 $, donc environ 160 millions de francs CFA. Ah, donc c'est eux qui ont demandé ça? Absolument. Ils ont demandé aussi autre chose. Ils m'ont demandé également de m'associer avec une ONG, étant entendu que, après avoir vérifié les termes d'octroi des financements sous le Trust Fund, il s'est avéré que les cabinets, donc les structures, les entreprises, même si elles sont éligibles, ne peuvent l'être qu'à travers un autre processus. Et comme mon projet est très bon, on veut le faire. Tout ce qu'on me demande, c'est de m'associer en consortium avec une ONG, donc une organisation à but non lucratif, qui va signer le contrat et nous allons ensemble mener le projet. C'était la deuxième condition. D'accord, donc deux conditions. Oui. Première condition, d'abord, il faut que 30% du montant puisse revenir vers la directrice de l'unité genre de la MINUSMA et un collègue du PNUD. Oui. Donc, 30% leur revient. Voilà, c'est un. C'est ça. Et deuxièmement, il faut que le cabinet se mette avec une ONG voilà, pour venir signer le contrat. Une association détentrice d'un accord. Parce que le montant étant tellement élevé, il faut que ce soit une ONG qui puisse prouver qu'elle a déjà eu à travailler à hauteur de ce montant-là et qui a une expérience dans la gestion de projets comme ça. Mais Fatima, mais ça c'est une grave accusation quand même. Oui. Parce que lorsqu'on dit que la directrice genre de la MINUSMA, qui s'occupe de l'unité genre de la MINUSMA, et une collègue du PNUD vous demande des rétrocommissions, donc eux ils acceptent de financer le projet pour la MINUSMA, et la MINUSMA qui va vous envoyer l'argent et tout, et eux ils vous demandent de l'argent, c'est une accusation grave. Est-ce que tu as les preuves? Oui. J'ai des preuves. Mais les preuves, comment ça? Oui, bon, la corruption, je pense que si vous avez travaillé sur des affaires de corruption, vous savez que ce sont des choses qui se font en toute opacité et que c'est très difficile d'avoir des preuves. Moi, j'ai des éléments de preuve très, très, très robustes, très solides, notamment des enregistrements et bien sûr une demi-douzaine d'écrits, d'emails qui indiquent qu'il y a eu cette demande.
cette demande de rétrocommission. Absolument. Et est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez saisi la justice malienne ou bien saisi les responsables de l'aménagement ou bien du PNUD pour leur présenter ces preuves? Parce que quand même, on connaît le PNUD, on connaît les Américains qui combattent la corruption acharnément. C'est une question essentielle. Bon, il faut savoir que moi, j'ai une posture très connue par rapport à la corruption. Parce que quand vous m'avez présenté, j'ai eu à perdre mon emploi aux Nations Unies parce que j'ai refusé de participer à une pratique corruptive au sein de mon agence. Ça, c'était déjà en 2011. Donc, je suis connue pour cette posture et je n'avais pas changé, bien sûr, 10 ans après. Quand cette affaire m'est tombée sur la tête, je vous le dis littéralement, parce que lorsqu'on demande 30% de rétrocommission, on comprend bien qu'un projet, on tue un projet. Un projet ne peut pas se permettre de payer 300 000 $ ou 160 millions à 2 personnes et remplir en même temps les objectifs qui sont des objectifs assignés de développement. Ce n'est tout simplement pas possible. Donc, j'avais l'expérience première et tout de suite, j'ai mis en place un système d'alerte. Ça répond à votre question. Ce que j'ai fait, c'est que sans preuve, vous savez, quand ces gens m'ont demandé cette rétrocommission à l'époque, je n'avais rien. La nuit où on m'a fait cette proposition autour d'un dîner, je n'avais pas d'enregistrement, je n'avais rien. C'était leur parole contre la mienne, essentiellement. Et sur la base de ma première expérience, qui m'a bien montré que même avec des preuves robustes, on ne vous croit pas, j'ai fait mine d'accepter pour les faire parler, pour savoir comment je devais réunir cet argent. Mais tout de suite, j'ai prévenu des gens. J'ai prévenu une demi-douzaine d'officiels du système des Nations Unies, de l'Union européenne ici au Mali. Et quand je vous dis des officiels, ce sont des gens en capacité de répondre à des cas comme ça, qui sont en fait mandatés même au niveau du PNUD. Il y a eu une information sur cette situation. Et bien sûr, mes autorités, parce que j'ai travaillé avec le gouvernement du Mali et j'ai une entière confiance en fait, une plus grande confiance en tout cas qu'une grande partie de gens, de la capacité des autorités maliennes en fait à regarder de près à ces questions-là. Donc des gens ont été prévenus dès le départ. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait quoi? Écoutez, pour faire court pour vos auditeurs, les affaires de corruption ne sont jamais simples. Donc ce qui s'est passé, c'est que la personne en qui j'ai eu entièrement confiance, qui est l'association malienne de la promotion de la jeune fille et de la jeune femme. On va dire les choses telles qu'elles sont, parce que je suis à l'aise de dire ce que je sais avec les faits et des documents, n'est-ce pas? C'est cette association que j'avais choisie pour signer le contrat et pour qu'on travaille en consortium. L'ONG qu'ils avaient demandé. L'ONG qu'ils ont demandé. Oui, puisqu'ils avaient demandé, la deuxième condition, c'était une ONG qui allait signer le contrat pour que le projet puisse fonctionner, c'est ça? Tout en faisant en sorte qu'on me garantisse la propriété intellectuelle de mon contrat et de mon travail. C'est pour ça d'ailleurs que tout s'est fait par écrit, que j'ai énormément d'écrits venant de la MINUSMA qui attestent effectivement que c'est mon travail, c'est mon projet. Ça n'a jamais été remis en question. Mais malheureusement, cette ONG nationale que je connais depuis 20 ans, et qui fait partie d'une coalition que j'ai mise en place quand j'ai quitté le ministère de la Promotion de la Femme pour justement travailler avec les femmes des mouvements signataires sur l'accord de paix, que j'ai choisi à signer le contrat donc le 8 août et à partir de la signature du contrat, m'écarte entièrement de la gestion du projet. Donc là je ne comprends pas. Alors, on va récapituler très rapidement. Oui. Le projet il est mis en place par le cabinet ISEN. Cabinet qui a été créé en 2005. C'est ça. Le projet, il est soumis à la MINUSMA. La MINUSMA a des fonds. Fonds Absolument. Norvège, Canada. Ils acceptent de financer. Et la directrice de l'unité du genre MINUSMA, avec une collègue du PNUD, avec un collègue, oui. Dit, écoutez, il n'y a pas de problème, le projet, on va le financer. C'est ça. Mais, rétrocommission, vous nous envoyez 30%, on va manger ça. Alors, maintenant, la deuxième condition, c'était que pour que le projet puisse toujours fonctionner, il fallait non seulement rétrocéder 30%, mais il fallait aussi amener une ONG qui allait s'associer avec votre cabinet. C'est bien ça. Pour que cette ONG aille signer le contrat. C'est ça. Et cette ONG qui a été choisie par votre cabinet, c'est cette ONG qui a signé le contrat. C'est ça. Et cette ONG a... Une fois le contrat signé, une fois les fonds reçus. Une fois les fonds reçus, notamment les 600 millions de francs CFA, oui. Et cette ONG vous a écarté, vous.
C'est un tout petit peu moins de 600 millions, oui. C'est moins de 600 millions. La directrice de cette ONG, effectivement, à ce moment-là, après la signature du contrat, rentre en contact direct avec les deux personnes qui ont demandé la rétrocommission. Et ma compréhension des choses, c'est que je pense qu'à ce moment, elle leur fait part du fait que je n'avais aucune intention de payer les 30%. Parce qu'il faut bien comprendre que... Mais comment tu as su que cette directrice de l'ONG est entrée en contact avec ceux qui avaient demandé la rétrocommission de 30%? Obligatoirement, parce que pour qu'elle signe le contrat, elle les rencontre, mais surtout à partir du moment où elle signe le contrat et qu'elle refuse, malgré une lettre d'engagement entre nous deux, à partir du moment où elle refuse de signer le contrat entre le cabinet SN et elle-même, j'en avise la MINUSMA, donc la directrice, et elle participe avec moi à une réunion. Je pense que vous avez entendu certains passages. Oui, j'ai entendu un vocal. J'ai entendu autorisé. un vocal. Je m'autorise à le partager parce qu'il a été enregistré, non pas à l'insu, mais au vu, au su de tout le monde. Donc, c'est un document que je peux utiliser. Donc, lors de cette réunion, elle est mise en contact directement également avec la directrice de l'unité des gens et son collègue du PNUD. Et à travers la discussion, bon, il y a des liens qui se créent. Mais ce qu'il faut comprendre pour faire court, c'est que lorsque j'ai mis en place le système d'alerte bien en amont, bien avant qu'il y ait ces difficultés avec cette partie malienne, elle ne l'a pas su. Je ne l'ai pas dit. Je m'étais protégé pour que les gens sachent que je n'avais aucune intention de détourner ce montant. Si on veut détourner et manger, on le fait en silence. Donc moi, j'ai fait en sorte que tout le monde sache, à part eux, qu'il y avait une tentative de corruption. Mais je lui en ai aussi parlé indirectement à cette dame en lui disant « Nous ne paierons pas un franc. Nous ne donnerons pas 1% de commission, pas 10%, pas 30%. » À la patronne de l'ONG, quoi. Oui, parce que c'était la condition pour que je travaille avec elle. Et à l'époque, je l'ai su après, en fait, ça avait suscité des inquiétudes chez elle. Parce qu'elle m'en faisait part, mais je ne l'entendais pas. Elle me disait simplement que pour elle, ce n'était pas possible au Mali d'obtenir un contrat sans payer. Que peut-être que le montant qu'ils demandaient était peut-être trop élevé, que je devrais discuter avec eux pour réduire. Mais moi, c'était hors de question de toute façon. D'autant que je me sentais protégée par les personnes qui devaient les appeler au cas où ils insistaient pour demander. Je n'avais pas... Mais j'ai senti chez elle un doute profond. Et d'ailleurs, lors de l'enquête qui va se passer après, puisque cette affaire a été judiciarisée, elle reconnaît effectivement que je lui ai parlé de la tentative du montant demandé en lui demandant de ne pas payer, mais elle, sa position, c'est qu'au Mali, pour obtenir un financement, il faut payer. Et sa crainte, en fait, c'était que, avec ma posture, qui était celle de refuser de payer de l'argent à ces gens-là, nous n'aurions jamais les fonds pour faire le projet. Donc, elle se voyait peut-être... elle voyait cet argent lui filer entre les mains. Ce qui explique qu'on a pu m'écarter contre... bien sûr, bon, ça... Donc ça, c'est une propriété... oui. En fait, c'est votre propriété. Oui, absolument. C'est vous qui... C'est votre cabinet qui a fait le projet. Oui. Et comment est-ce qu'ils ont pu écarter le cabinet comme ça? Il n'y a pas un papier qui atteste que... il y a une demi-douzaine, encore une fois, d'emails qui sont là. Il y a qui une déclaration de la directrice. Oui, la directrice même demande au début, elle demande au cabinet, à l'ANPJF, de signer un contrat, étant donné que ce projet a été conçu par le cabinet SN. Mais la directrice elle-même de l'ANPJF le reconnaît. Elle dit que ce n'est pas son projet. Elle peut même, à l'époque, elle ne pouvait pas en prononcer le titre. Comment est-ce qu'on arrive à écarter? Je pense qu'il faut comprendre que la corruption a un objectif, c'est de mettre la main sur de l'argent illégalement. Et qu'en ça, je peux vous assurer qu'ils ont vraiment une persévérance extraordinaire. Donc, à partir du moment où moi, je m'avais un obstacle pour l'obtention de cette commission, et qu'il y a une personne qui a signé le contrat, bien que ce travail n'est pas le sien, bien que l'expérience requise n'est pas là, ils sont légalement en capacité de travailler avec cette personne. Et je pense que c'est ce qu'ils ont tenté de faire, mais pour se protéger, étant donné qu'il y a vraiment un aspect de propriété intellectuelle, ils changent le titre, on enlève un MDKB, ils ne peuvent pas l'enlever, ils ne peuvent pas l'enlever du contrat. Donc jusqu'ici, ce contrat, le titre du projet est le titre initial qui est de la propriété intellectuelle, mais dorénavant, le projet s'appelle Vestibule de veille des femmes pour des élections inclusives. On
On enlève vraiment l'aspect qui peut paraître trop typé d'une propriété intellectuelle. On commence d'abord à faire ça. Ensuite, on blanchit le projet. Comment ça? On peut faire du blanchiment d'argent comme on peut faire du blanchiment de projet. Comment on le fait? Dans le cas de figure, on invite les officiels. Par exemple, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille est invité pour blanchir, pour montrer à l'opinion nationale que ce projet est fait en bonne et due forme. Bien Et le malgré... ministre n'est pas au courant de ça? Si la ministre est au courant. La ministre actuelle qui est là, elle n'est pas au courant? Oui, j'ai informé la ministre. N'oubliez pas, moi j'étais chef de cabinet d'un ministère, donc j'ai assez de recul pour savoir comment impliquer ou pas des ministres. Et je l'ai fait, étant donné que dans le projet, le ministère de la Promotion de la Femme a un rôle de tenue d'un comité de pilotage, qui est une sorte de comité d'orientation, donc qui se connaît de toutes les activités du projet. Donc, à partir du moment où le ministère a un rôle, quand les problèmes se sont posés, j'ai approché la ministre de la Promotion de la Femme avant le lancement. Il y a des choses... moi, il m'importe en fait de ne pas dire ce que je ne sais pas. Mais ce qui a été dit, ce que la ministre de la Promotion de la Femme a dit à cette époque, c'est qu'effectivement, la dame Souadou Diabaté était venue la voir pour lui parler de ce projet sans jamais indiquer que ce projet m'appartenait. Souadou Diabaté, donc c'est elle qui est la patronne de l'ONG là. La MPGF, et que donc quand elle est venue la voir, elle lui a dit que en travaillant avec elle sur ce projet, elle serait pour toujours à l'abri d'argent. Qui a dit ça? La ministre de la Promotion de la Femme m'a dit ça, et moi j'étais assez atterré. Je lui dis. Attends, donc bien que tu l'aies expliqué, qu'en fait, ce qui s'est passé, toute la corruption qu'il y a eu autour de cela, c'est ça? Oui. Oui, moi et elle dit que non. Je l'ai dit avec des éléments de preuve à l'appui qui montraient que c'était mon projet et si les autorités maliennes étaient intéressées, je pouvais également leur faire entendre des audios qui montraient qu'il y avait une demande de rétrocommission. En mon sens, en tout cas par rapport à mon expérience dans un cabinet ministériel, c'est suffisamment d'alerte, en tout cas d'éléments rouges pour sinon faire une enquête, en tout cas avoir une attitude prudente. Mais qu'à cela ne tienne, un peu à ma grande surprise, le lancement se fait avec l'implication de représentants du ministère de la Promotion de la Femme et la demande d'audience que j'avais demandée ensuite officiellement, parce que j'ai vu la ministre dans un cadre privé, on n'a pas prospéré. D'accord, mais moi, la question que moi je me pose toujours, c'est est-ce que Souadou Diabaté, c'est ça, la patronne de l'ONG qui finalement a récupéré le projet, selon les explications. Mais est-ce que finalement, en réalité, est-ce qu'il y a eu rétrocommission dans cette affaire? Est-ce qu'il y a eu Parce que c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il y a eu... Parce que peut-être que la directrice de la MUNISMA et un collègue du PNUD avait demandé une rétrocommission de 30%, et avec votre cabinet, etc. Mais après, lorsque ça s'est retrouvé dans les mains, le projet s'est retrouvé comme ça entre-temps dans les mains de Souadou et son ONG, est-ce que finalement il y a eu rétrocommission? Parce que c'est la question qui me taraude l'esprit, on se pose la question. Parce que j'imagine que même s'il y a eu rétrocommission, ça ne s'est pas passé devant vous. Donc est-ce que c'est facile d'avoir des preuves touchables, palpables comme ça qu'il y a eu rétrocommission? Non, et ce n'est pas mon travail. Voilà. Moi, ma responsabilité, c'est de m'opposer à une pratique corruptive, et je l'ai fait avec preuve à l'appui, comme je vous ai dit, la demi-douzaine d'officiels qui savent que et je n'ai pas participé à la mise en œuvre du projet. Mais pour vous dire, moi aussi, ça m'inquiète. C'est une question à laquelle j'aimerais qu'il y ait une réponse, mais par les autorités compétentes, notamment le pôle économique. Mais il faut qu'ils enquêtent, en fait. Il faut qu'ils enquêtent. Une chose est sûre, c'est que les deux personnes qui avaient intérêt qui avaient demandé cette rétrocommission n'ont pas enlevé leur mainmise du projet. De ce que je sais, c'est qu'une fois que Mme Diabaté a eu les fonds, c'était la première avance, 270 millions, on lui aurait imposé, je mets ça au conditionnel, de travailler avec une structure qu'elle-même ne connaît pas, mais qui est très connue de la directrice de l'unité genre. De la MUNISMA. Voilà, donc de ce qu'on sait,
Et il y a des papiers qui en attestent. Madame Diabaté a été obligée, entre guillemets, de signer un contrat avec une autre organisation qui s'appelle As Conseil, qui est dirigée par une dame plus ou moins connue, puisqu'elle est la secrétaire générale du Forum de Bamako, mais elle est aussi la directrice de cette structure qui s'appelle As Conseil, Madame Koumba Traoré Pétavin, qui, elle, se retrouve dans le projet à gérer plus de fonds que Madame Diabaté, apparemment, mais qui a un lien direct avec la directrice de l'unité genre pour avoir travaillé par le passé sur ce qu'on appelle les cases de la paix. Donc vous voyez... Mais ça, est-ce que c'est illégal? Non, Bon, c'est pas illégal fois, que... non, moi je ne qualifie pas ce genre de choses. Je suis en train d'expliquer ce qui s'est passé, mais je vois en tout cas un montage en plusieurs couches. Et vous savez, pour essayer de déceler s'il peut y avoir des pratiques corruptives, souvent ce qu'on sait, c'est lorsqu'on complexifie des transactions, lorsqu'il y a un manque de transparence, lorsqu'on ne peut pas vraiment expliquer comment on a écarté une personne pour retenir une autre. Et bien sûr, indépendamment donc, des audios que j'ai, où donc il y a un lien. On peut quand même se poser la question pourquoi une structure qui a des procédures, par exemple, je peux vous dire tout de suite que le fait d'avoir écarté le cabinet Hyssen est une violation des règles. Oui. Il faudrait quand même se poser la question de savoir comment une directrice d'une agence, d'une unité, comme celle qui est en cause, et qu'est-ce qui pourrait la motiver à poser autant d'actes en violation avec ces procédures. Est-ce que c'est pour l'intérêt des droits des femmes maliennes? Et là, tu as parlé du pôle économique. Donc, le pôle économique n'a pas enquêté sur ces liens. En fait, d'abord, votre cabinet doit être dédommagé parce que c'est votre propriété intellectuelle. Est-ce qu'il y a eu un dédommagement? Qu'en est-il? Et puis, est-ce qu'il y a réellement il y a un lien entre la directrice de l'unité genre de l'aménagement avec AS que tu as dit tout de suite là? Oui, moi et l'aménagement est au courant de ça? Je ne fais pas d'allégation. Tout ce que je vous dis, je peux le démontrer par preuve. Oui, bien sûr, c'est que le projet a été mis en œuvre par AS Conseil dans les régions du Nord. Voilà. Et il y a des lettres, nous avons eu des correspondances de AS Conseil, en fait, qui travaillent sur le vestibule. Donc ça, c'est connu, ce n'est pas non plus caché. AS Conseil. Et la directrice est toujours là? Il me elle est toujours au Mali? On l'a fait partir et qu'elle aurait eu une promotion. Ah, elle n'est plus au Mali? Oui, elle n'est plus au Mali. Elle est partie. Il faut dire aussi qu'il y a une enquête interne du service. Il y a un service habilité à faire ce genre. Éthique, un truc comme ça. Oui, de l'éthique et des audits et des enquêtes au sein. C'est une juridiction. C'est pas une juridiction, c'est une structure interne à la MINUSMA. Oui. Qui est informé et qui m'a même interviewé. Je leur ai mis à disposition certains éléments de preuve, y compris l'audio dans lequel ces deux personnes reconnaissent avoir demandé une retrocommission. Donc, et la dizaine d'emails qui montrent quand même qu'il y a eu des comportements qui sont contraires qui sont aux valeurs de l'aménagement. Aux procédures. C'est-à-dire il y a eu un tas de manquements de procédure par cette personne-là. D'accord. Donc aujourd'hui, nous savons qu'elle n'est plus au Mali et aussi son collègue aussi du PNUD n'est plus au Mali aussi. Mais pour autant, est-ce qu'ils ont été sanctionnés? De ce qu'on sait, non, puisqu'il semble que celle qui était ici avant comme chef donc, de l'unité des gens est aujourd'hui au siège et occupe un poste de direction au siège. Donc je ne sais pas ce qui est sorti de l'enquête. Mais pour revenir à ce qui s'est passé, vous m'avez posé la question de qui a fait quoi au ministère de la promotion de la femme, je vous l'ai déjà dit. Madame Diabaté reconnaît, dit que le ministère a un rôle très important dans la mise en œuvre de ce projet. Il faudrait savoir quel est ce rôle. Elle le dit lors des missions, c'est filmé, donc elle reconnaît qu'ils ont un rôle, notamment dans la mise à disposition du lieu, du vestibule, pour lequel, moi, ayant fait le budget, je sais qu'il y a un montant fixe qui ne peut pas être accessible par un département ministériel. Ce n'est pas possible. Et, maintenant, concernant les bailleurs, comme je vous ai dit, au niveau de la MINUSMA, il y a eu une enquête à laquelle j'ai participé, mais l'issue de l'enquête, comme je dis, pour l'instant, je vois que les personnes incriminées sont encore au sein de l'organisation et même semblent avoir une promotion. Pour ce qui est des pays qui contribuent, donc notamment l'ambassade de Norvège, Canada, ces Norvège, pays ont aussi été informés, mais de ce que je sais, ces pays ont renvoyé l'affaire à la MINUSMA.
c'est-à-dire qui elle-même est jugée partie, c'est-à-dire on demandait à la MINUSMA d'enquêter. Bah oui, elle est jugée partie. Et pour ce qui est du Mali, je vais peut-être finir par là. Vous savez, je pense que la perception des Maliens devrait changer par rapport à nos juridictions. Je veux parler de manière mesurée, mais de tous les systèmes et mécanismes qui devaient m'aider dans mon rôle de lanceur d'alerte, le seul mécanisme est celui qui est le plus discrédité en termes de perception, c'est la justice malienne qui, pas en première instance. En première instance, lorsque nous sommes allés au pénal, j'ai voulu que cette affaire soit une affaire pénale, parce que c'est une affaire de corruption, c'est une affaire d'abus de confiance. Malheureusement, le tribunal de la commune 2 a estimé que ces fonds n'étant pas mes fonds propres, seule la Norvège et ou le Canada étaient en mesure d'ester, donc de porter plainte. Donc, après, j'ai appris que je pouvais me constituer partie civile, qu'il y avait une manière de maintenir ce dossier au pénal. J'ai eu, disons, des conseils juridiques, des avocats qui m'ont convaincu qu'on ne pouvait aller qu'au civil. Ce n'était pas ma préférence, mais j'ai gagné au civil en appel. Ça veut dire qu'aujourd'hui au Mali, lorsque vous portez plainte, lorsque vous essayez d'alerter sur des cas de corruption, il faut avoir la force d'aller jusqu'au pénal pour connaître un semblant de justice. Et moi, j'en remercie les juges de la Cour pénale parce qu'il me semble, non pas parce que j'ai gagné... De la Cour pénale, de la Cour d'appel. Ouais, Vous voyez, ça c'est un lapsus de la Cour d'appel. Parce que ce sont 3 juges à ce niveau-là qui regardent au dossier et qui ont lourdement condamné la MPGF, qui ont reconnu l'abus de confiance. Mais pour autant, la question question originelle, qui est celle de la corruption au sein de la MINUSMA, non pas à n'importe quel niveau, là je vous parle vraiment du un niveau dirigeant, assez haut, a été entièrement évacuée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de leçon apprise, il n'y a pas de documentation de cette pratique au sein de cette institution. Rien ne s'est passé à la MINUSMA. Le problème, c'est entre 2 Maliennes qui ne se sont pas entendues. Et donc, c'est une caractérisation du problème qui est entièrement fausse. Ce qui s'est passé découle absolument de la tentative de corruption. Je résume, c'est-à-dire que si j'avais accepté de payer $300,000 ou 160 millions à ces 2 agents, aujourd'hui, je serais en train de mener mon projet sans jamais pouvoir atteindre les résultats, puisqu'on ne peut pas enlever 30% d'un montant et espérer atteindre les résultats. Donc la question reste entière. Une dernière chose, c'est que le projet Le mot de la fin, il nous reste 3 minutes à peine. Le projet a pris fin. Le projet a pris fin. Et aujourd'hui, ce que les autorités maliennes devraient demander au nom des personnes, des bénéficiaires, il devait y avoir 1000 femmes bénéficiaires de ce projet et 70 emplois, il faudrait demander comment cet argent public a été utilisé. Et mon vrai mot de la fin, permettez-moi, j'espère que vous allez pouvoir couper l'émission pour garder l'essentiel. Je veux m'adresser à d'autres lanceurs d'alerte parce que à travers ce processus, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup. Des gens qui aujourd'hui sont terrés, des gens qui ont perdu leur emploi de l'institution parce qu'ils ont eu le malheur d'alerter. Parce qu'ils n'ont pas accepté en fait, ils n'ont pas accepté. Non, ils ont aussi non seulement pas accepté, ils ont alerté. Voilà. Et je veux aussi, mon dernier mot, dire qu'il faut refonder la confiance en la justice malienne parce que dans mon cas, le passage obligé lorsqu'on donne l'alerte, c'est souvent d'être devant la justice. Vous serez attaqué. Je voudrais, à travers ton émission, faire appel à ceux qui sont cachés ou ceux qui ont eu à donner l'alerte pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls. C'était le sens de mon exercice, que je souhaiterais qu'il passe par vous, si c'est nécessaire. En l'occurrence, il y a d'autres victimes de la MPGF qui m'ont approché, parce qu'il faut savoir que la corruption ne commence jamais par un cas, il y a eu souvent d'autres cas, pour leur dire qu'elles n'ont pas à subir ce qui se passe, que nous sommes plus forts lorsque nous sommes ensemble, parce que les autres aussi évoluent par meute, et enfin leur dire que moi, fondamentalement, je pense que l'appel du président Goïta de la transition, lorsqu'il a parlé de la corruption dans ce pays, lorsqu'il a parlé en fait du partage de gâteaux, je pense que ce partage de gâteaux se passe davantage, autant ou encore plus dans le secteur du développement que dans les secteurs qui sont incriminés d'habitude, c'est-à-dire les secteurs étatiques. Que moi je le remercie d'avoir fait de la lutte contre la corruption basée sur
la justice, un cheval de bataille. Moi, je l'encourage à le faire. Et je peux lui dire que je fais partie des personnes qui en ressentent les bénéfices. Mais il faut qu'il continue. Il faut qu'il y ait une loi, la loi qui est posée quelque part pour les lanceurs d'alerte, que cette loi soit effective. Parce que je peux vous dire que je subis énormément de choses. J'ai perdu énormément de choses. Et qu'on peut même, aujourd'hui, en attenter à ma vie, à cause de l'envergure des choses, à cause du fait que les personnes responsables ont décliné leurs responsabilités pour me laisser seul en ligne de mire. Et je veux aussi, vraiment dernier mot de la fin, encourager le ministre de l'administration territoriale qui vient de passer un certain nombre d'arrêtés, en tout cas de décisions, qui essayent d'apporter de la transparence et de la redevabilité dans ce secteur Dans le qui monde reçoit énormément d'argent. des ONG. Pour donner une petite mesure, on estime qu'il y a eu à peu près 1400 milliards de francs CFA d'aide publique au développement au Mali. Ça, c'est à peu près 40% de notre budget, dont une grande partie rentre à travers. est gérée par les organisations de la société civile, qui sont vues un peu comme plus crédibles, moins corrompues, entre guillemets, que les institutions étatiques. Mais moi, je vois bien, sur la base de mon expérience, que ce n'est pas le cas. Imaginez qu'on applique les 30% qui m'ont été demandés à cette manne. Et vous vous rendez compte de la saignée incroyable. Il y a d'autres aspects de la corruption dont on pourra parler. Mais encore une fois, j'invite d'autres lanceurs d'alerte à passer peut-être par vous pour me contacter. Et je pourrais les aider. Parce que j'ai vécu cette situation 2 fois. Je pourrais les aider à travers un partage d'expérience et en leur disant ce qu'il faut éviter. D'accord. Voilà. Et peut-être pour finir, juste 1 minute. Et tout à l'heure, tu as dit que sur le plan judiciaire, des fois, tu es inquiété. Est-ce que tu es toujours inquiété aujourd'hui sur le plan judiciaire? Ah oui, absolument. De toute façon, ça c'est coutumier dans les cas de corruption. Et ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Lorsque vous allez dénoncer, on va vous attaquer. Moi, en ce moment, cette dame qui reconnaît, dont on sait qu'elle a été condamnée pour avoir détourné mon projet et abusé de ma confiance, a ouvert un autre front judiciaire. Mais nous sommes en train de nous battre pour que cette fois-ci, le pôle économique et financier se saisisse de ce dossier et le regarde non pas de manière saucissonnée comme on essaie de le faire, parce qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation de la justice, en tout cas en première instance, mais de faire en sorte que cette affaire soit regardée du début jusqu'à la fin et qu'on puisse répondre à votre question. Est-ce qu'il y a eu rétrocommission, paiement, mais plus important encore, puisque le projet est fini, comment est-ce que cet argent a été utilisé? Comment est-ce qu'il était utilisé? Puisque le projet a pris fin. On avait aujourd'hui, mesdames et messieurs, on avait dans le sujet d'actualité aujourd'hui Fatima Maïga, qui a accepté de venir sur notre plateau. Elle était à ONU Femmes en Côte d'Ivoire. Elle était directrice là-bas de ONU Femmes. Elle est passée par là-bas. Elle a été chef de cabinet du ministre de la Réconciliation nationale il y a quelques années, pas sous ce ministre bien sûr. Elle a été aussi au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Elle a été chef de cabinet là-bas aussi, sous Ibeka. Elle est experte en mobilisation des ressources. Et elle a un cabinet qui s'appelle le cabinet ISEN. Et aujourd'hui, elle est venue nous parler de la corruption dans le milieu du développement, dans le milieu des organisations de la société civile. Il y a beaucoup d'argent qui passe. Elle mobilise beaucoup de fonds. Elle mobilise beaucoup de fonds. Et ces fonds, malheureusement, souvent, quand ils tombent dans l'escarcelle des organisations de la société civile malienne, eh bien, des fois, ça ne se passe pas comme il le faut sur le terrain. Et l'État devrait peut-être essayer de voir éventuellement aussi si l'argent qui a été donné pour faire du développement, est-ce que ça a réellement fait du développement? Est-ce que ça a amené de l'eau, de l'électricité? Est-ce que les services sociaux de base, est-ce que ça a été fait comme ça se le doit? Et elle a lancé un appel au ministre de l'administration territoriale pour qu'il puisse aller encore plus loin. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau, Fatima. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ibou. À bientôt.